bilan de la gestion de la Covid. Je vous propose d'écouter Brigitte et Ludmila. Je pense qu'on est qu'au début d'une grande réparation, d'une grande aventure qui va nécessiter beaucoup d'honnêteté et beaucoup de travail. Donc, comment on fait le bilan? Pour répondre un petit peu à ta question, déjà pour prendre le bilan, on fait une pause et on ose parler des sujets qui fâchent. La difficulté aujourd'hui qu'on a de pouvoir faire un bilan, justement, c'est de pouvoir parler, de pouvoir se poser calmement, intelligemment, avec un cadre aussi autour qui aide à répertorier ces retours qu'on peut faire. Donc il y a les retours des institutions et de ce qu'elles constatent, et il y a le retour de terrain aussi. Et aujourd'hui, en effet, quand on va sur le terrain, que ce soit au niveau local ou au niveau français, enfin au niveau national ou au niveau international, il y a réellement une dissonance, comme tu dis, entre ce qu'on entend, par exemple, de ce qui vient de sortir de la Commission européenne, dont je vais énumérer quelques points, et cette communauté internationale de scientifiques, de médecins, de chercheurs, de citoyens, parce qu'il y a aussi beaucoup de citoyens qui impulsent et qui donnent du courage aussi au monde scientifique et médical de se lever et du coup de proposer déjà un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? Et qu'est-ce qu'on fait de ces constats-là? Et comment on accompagne nos populations? Et comment on rétablit un lien entre les institutions et les voix dissonantes qui ont été très vite incriminées, criminalisées, discréditées, jugées, culpabilisées. Enfin, il y a des mots, il y en a pas mal derrière. Donc, le bilan devrait commencer déjà par là. Comme on disait tout à l'heure, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un sujet tabou. Ça devient un sujet tabou. C'est compliqué de parler des faits indésirables, par exemple. Quand dans mon cabinet de kiné, je reçois des personnes qui ont des symptômes que je peux constater qui apparaissent sur le listing des symptômes répertoriés au niveau mondial, des faits indésirables post-injection Covid, forcément, je suis interpellée. Donc j'écoute. Avant d'informer, j'écoute. J'écoute les symptômes, j'écoute ce que les personnels disent. Et puis assez rapidement, on se rend compte qu'il y a une corrélation avec ce qui a été dit au niveau mondial. Donc, tout d'abord, on peut constater aujourd'hui qu'en effet, il y a le discours de ce qu'on entend malheureusement aux radios ou aux télés, majoritairement, qui reste toujours dans quasi la même ligne directive de ce qu'on a eu depuis 2 ans. C'est tous vaccinés, tous protégés, gestes barrières, les médicaments ou les traitements n'existent pas, et il n'y a pas d'effet indésirable, ou que très très peu, et il faut minimiser ça. Voilà, c'est principalement ça. Et aussi, en continuant à écouter les médias, on se rend compte que le narratif, il n'est pas fini. Et si on va chercher un petit peu plus loin, on se rend compte aussi que, en allant sur le site de la Commission européenne, les mesures non plus ne semblent pas s'arrêter. Pendant que certains pays au niveau mondial sont en train de lever les obligations vaccinales, sont en train de faire marche arrière, de se rendre compte qu'il y a eu un impact négatif, ou en tout cas pas aussi bénéfique que ce qu'on veut bien nous le faire croire sur nos populations. Sur nos populations. La Commission européenne, elle veut mettre l'accent encore sur la vaccination. Elle veut encore dire qu'il faut des doses de rappel pour tous. C'est même pas que pour les personnes vulnérables, même s'ils veulent insister sur les personnes au-delà de 60 ans, ils veulent insister sur les personnes qui risquent de développer des pathologies graves, mais ils insistent surtout aussi sur le fait que ça devrait être pour tous. Et quand on dit pour tous, on parle même de bébés. Et on parle de femmes enceintes. Et on sait combien on doit être vigilant avec une femme enceinte. Le système immunitaire d'une femme enceinte, il y a énormément de médicaments, on ne donne pas aux femmes enceintes. Comment on a été capable de se jeter corps et âme avec les yeux bandés pour donner des thérapeutiques à des femmes enceintes ou à des bébés? Ce débat-là peut être organisé ici en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le corps médical, est-ce que les scientifiques ici en Nouvelle-Calédonie, on a la capacité, on est en mesure de pouvoir poser sereinement ces échanges, ces discussions? Sereinement, c'est compliqué. On aimerait bien, on le souhaite. Et tiens, allez, je fais encore un appel officiel. Je fais un appel officiel à la DAS. Je fais un appel officiel au Conseil scientifique calédonien. Je fais un appel officiel à la province sud, à la province nord, à la province des îles, au gouvernement, au Congrès, au Sénat coutumier. S'il vous plaît, aujourd'hui, il est temps d'organiser des cellules de travail, des séminaires où on arrête d'être dans un monde binaire de gentils, méchants, complotistes, pas complotistes, anti-vax, pro-vax, mais d'humains qui sont en train de faire face à un constat. Et ce constat, c'est qu'il y a une augmentation des décès.
Malheureusement, alors ce constat, il n'est pas que au niveau local, il est au niveau national et international. Parce que justement, quand on parlait de discours qui sont très opposés les uns par rapport aux autres, justement, la Commission européenne sort ces mesures-là, où parle qu'elle souhaite remettre le pass, insister sur qu'il faut vacciner tout le monde. Et à l'opposé, il y a tout un mouvement scientifique, médical et citoyen international qui se met en place, puisqu'ils font un constat de terrain. Le constat de terrain, c'est quoi? C'est qu'il y a une augmentation de la mortalité. Malheureusement, en Calédonie, on ne peut pas l'affirmer puisqu'on n'a pas les chiffres. On ne transmet pas les chiffres au public, on ne les rend pas encore publics. Par contre, je pense qu'on peut tous constater qu'autour de nous, ou au niveau même public, on a eu des personnalités publiques qui sont un petit peu parties soudainement cette année, sans faire de conclusion hâtive. Mais on a des questions. Et la population a ces questions et elle veut des réponses. On souhaite en tout cas avoir un peu de réponses. Donc, il y a ce constat-là au niveau local et international. Il y a le constat de pathologies aussi qui apparaissent subitement dans une population plutôt jeune, des pathologies, donc on parle de maladies ou de désagréments, où les personnes étaient en totale bonne santé avant, on a la trentaine, on a la quarantaine, on fait ces injections, et puis pour finir, on se rend compte qu'on est fatigué, qu'on commence à avoir des picotements dans les membres, que même on peut avoir des migraines, qu'on peut avoir des démangeaisons, qu'on peut avoir des instants de déprime un petit peu aussi, ou voire même des maladies qui s'enclenchent, ou voire même des décès. On a eu des décès subis chez des personnes jeunes qui n'avaient pas de pathologie initialement. Et si on se rend compte et qu'on prend peut-être la corrélation, puisque c'est ce qu'on demande, de tous ces jeunes en Calédonie décédés, ou au niveau national ou au niveau international décédés, est-ce qu'on ne peut pas se demander s'ils étaient injectés ou pas? Et encore une fois, on ne fait pas de conclusion hâtive. On dit qu'il y a des questions à se poser, qu'il faut se mettre autour d'une table et qu'il y a urgence. Donc, il y a un groupement de médecins, de scientifiques, qui est aussi encadré par une médecin qu'on connaît bien, une généticienne, qui a été la première qui a osé se lever au niveau français, qui est quand même une des plus grandes pontes au niveau génétique et au niveau des recherches justement en ARN, messager et tout ça, qui s'appelle Alexandra Henry-Oncode, avec un regroupement de médecins. Aujourd'hui, ils alarment et ils disent qu'on est en train de faire face à la crise sanitaire internationale la plus majeure de ce qu'on ait jamais vécu, la plus grave de ce qu'on ait jamais vécu. Et qu'aujourd'hui, il y a 8 points principaux sur lesquels ils insistent et qu'ils demandent, je pense que ça devient même une exigence aujourd'hui, c'est déjà d'arrêter de façon internationale l'inoculation de ces produits. Pour plusieurs raisons, mais aussi parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a dans ces produits. On est à 2 ans plus et la population n'est pas encore informée de la composition exacte. Alors on en a des bribes, parce qu'il y a des laboratoires pharmaceutiques indépendants où il y a des chercheurs indépendants qui donnent des informations. Donc ma collègue vous transmettra tout ça sur la suite. Donc eux, ce qu'ils demandent, c'est un arrêt immédiat. Un arrêt immédiat de cette stratégie de vaccination, puisque le tous protégé, enfin tous vaccinés, tous protégés, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'aujourd'hui on peut l'attraper, mais si on est vacciné, on peut le transmettre. Et surtout, ce qu'on constate pas mal sur le terrain, puisque c'est encore un constat de terrain, on se rend compte que quand on est double dosé, triple dosé, quadruple dosé, et qu'on a quand même eu le Covid, enfin qu'on a eu le Covid, et bien derrière on traîne des symptômes dans la longueur. Et ce qu'on va appeler les Covid longs, mais pareil, on fera un peu plus de détails sur la suite. Ce que ce groupement de chercheurs aussi et de scientifiques et de médecins, ils demandent qu'il y ait une enquête sur tous les morts subites qui ont eu lieu. Ok, est-ce qu'il y a un lien ou pas? On a le droit et on a besoin de savoir. Ce qu'ils demandent aussi, c'est un petit peu ce qu'on disait lors de notre dernière intervention de radio, c'est ils demandent la mise en place de programmes de détection précoce de certaines maladies. Du moins, en tout cas, il est nécessaire aujourd'hui de voir toutes les personnes qui ont été injectées, comment va leur santé. Est-ce que leur santé est pareille? Est-ce qu'ils ont senti une modification? Et tout ça, ça se répertorie. Donc il y a du boulot puisqu'on a vacciné des milliers. Un suivi, en fait, quelque part, c'est un suivi. Voilà, un suivi. Et voire même un suivi rapproché, surtout des jeunes populations, comme on le disait la dernière fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande aussi? On demande un programme de recherche sur les traitements de ces effets indésirables. Alors au niveau international et national, ça bosse. Il y a des gens, ils bossent bénévolement depuis des mois, voire des années pour d'autres. Mais tout le monde y a été un petit peu à l'aveugle. C'est qu'est-ce qui marche pas? Comment on soulage ces gens? Parce que on peut pas soulager quelqu'un si on sait pas ce qu'il a et comment ça s'est provoqué. Donc on demande aussi des programmes de recherche à ce niveau-là, mais aussi d'entreprendre des analyses de ces fioles
peu importe l'origine du vaccin, que ce soit Pfizer, Moderna, Sputnik, peu importe les vaccins, on demande la composition exacte de ces injections. Mais aussi, bien sûr, des cellules d'écoute et d'accueil psychologique. Il y a des gens qui ont besoin de parler. Et encore une fois, j'avais quelqu'un hier au cabinet de kiné qui me disait, mais Gaëlle, si j'ose aller parler de ce dont je te parle aujourd'hui à un médecin, il va me rire au nez. Et il y en a qui ont osé aller en parler. On leur a ri au nez. Ils en parlent au niveau de leur travail, on leur rit au nez. Donc forcément, les gens, ils pensent que c'est eux qui ont un problème dans leur tête. Et donc, ils en parlent plus. Et là, ça devient dangereux. Puis on a un constat aussi qu'il y a des cancers fulgurants qui arrivent, des pathologies qui arrivent chez des jeunes personnes, des pathologies soi-disant rares, mais qui commencent à être un peu moins rares puisqu'on les reconstate à nouveau aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce dont ce groupement de scientifiques et de médecins demande en urgence. Un arrêt, des programmes d'écoute, des programmes de recherche et un état des lieux de ce qui se passe au niveau local, international, et surtout qu'on puisse informer massivement les populations, puisque comme on le dit toujours, un homme averti en vaut deux. Donc si les personnes, elles savent qu'il y a peut-être quelque chose en elles, elles peuvent déjà commencer à prendre soin de leur santé. Gaëlle, tu n'es pas venue tout seul, tu es venue avec Ludmila. Elle peut se présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi je suis Ludmila, donc je fais partie de Réinfo Covid et je suis naturopathe. Donc alors en bref, donc la naturopathie c'est vraiment une méthode de soins naturels et on va vraiment travailler sur le terrain de la personne et c'est vraiment de rééquilibrer et de rétablir en fait l'énergie vitale et la capacité d'auto-guérison en fait que nous avons tous en fait à l'intérieur de nous. Donc vraiment il faut que les gens comprennent que c'est eux qui ont les solutions et que c'est à eux de prendre leur responsabilité de leur santé et qui vraiment c'est à eux de se prendre en main, voilà, et de trouver les informations et de se renseigner par eux-mêmes, etc. Nous en fait on est là vraiment pour on va dire alerter et mettre la puce à l'oreille et après c'est vraiment aux personnes de faire le chemin. Donc du coup je me permets de compléter, c'est voilà, ça reste une approche qui prend en compte le fait que ce qu'on mange, ce qu'on pense, ce qu'on bouge, tout ce qu'on fait au quotidien a un impact sur notre santé. Le naturopathe, il va aider justement à mettre le point sur les déséquilibres de nos comportements quotidiens pour aller y rétablir un équilibre pour que le corps se prenne en charge lui-même et rétablisse ses fonctions physiologiques tout seul. Donc du coup, réappeler, re-questionner, ressolliciter la responsabilité individuelle. Bien sûr. Exactement. Voilà, donc moi aujourd'hui en fait je voulais vous parler des solutions en fait qu'on va mettre aujourd'hui en fait en ligne sur notre site dont on vous donnera les détails tout à l'heure. Donc déjà pour trouver des solutions en fait il faut savoir quel est le problème. Donc il y a beaucoup de rumeurs qui circulent par rapport à la composition des vaccins. Alors il faut savoir en fait qu'on ne connaît pas, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur la composition des vaccins et même la justice aujourd'hui se casse les dents face au laboratoire. Par exemple, en fait, il y a un juge d'Uruguay qui s'appelle Alexandro Recaré qui a ordonné donc le samedi 2 juillet donc au gouvernement de l'Uruguay et à Pfizer de présenter toutes les informations par rapport aux vaccins et notamment en fait la composition exacte biochimique des vaccins. Et il a demandé également en fait que la présence d'oxyde de graphène ou d'éléments nanotechnologiques soit signalée. Et il en a profité aussi pour interdire la vaccination Covid pour les enfants de 5 à 13 ans. Donc ça, c'était en juillet. Et il y a quelques jours, la Cour suprême donc de l'Uruguay a cassé cette décision et une enquête est ouverte à l'encontre du juge. Donc en fait, voilà, on se rend compte que même la justice se casse les dents et que du coup, les laboratoires ne veulent vraiment pas que l'on sache ce qu'il y a à l'intérieur des vaccins. Donc, il y a de nombreux scientifiques indépendants et censurés bien sûr par tous les médias mainstream qui ont étudié le sang des vaccinés comparé au sang des personnes non vaccinées et également ils ont regardé donc avec des microscopes très puissants en fait l'intérieur de ces fioles, l'intérieur de ces vaccins. Donc exemple, donc c'est l'université d'Almeria en Espagne. Donc là c'était le 2 novembre 2021. Donc c'est une étude qui a été publiée, qui est sortie. Donc c'est le docteur Pablo Campra qui a trouvé du graphène dans les vaccins. Et il rappelle que le graphène peut être toxique.
La Quinta Columna aussi, donc c'est une équipe espagnole, pareil, dénonce la présence de graphène et de nanotechnologie dans le vaccin Pfizer. Et là, il y a un rapport en fait allemand tout récent qui vient de sortir du coup en Allemagne. Donc c'est un physicien et astronome, le docteur Retzlaff, accompagné de 60 spécialistes qui ont préféré garder l'anonymat pour ne pas être embêtés et pour ne pas avoir leurs avoirs gelés, ce qui a été le cas pour plusieurs chercheurs. Donc eux, effectivement, ils ont trouvé qu'il y a des substances toxiques dans tous les vaccins Covid. En fait, eux, ils parlent pas de graphène, mais ils parlent de substances métalliques avec des structures complexes. Ils ont trouvé également que le sang des personnes vaccinées était modifié. Les globules rouges sont en rouleau, la membrane des globules rouges est déformée et la viscosité du sang est augmentée. Voilà. Alors, je vais rapidement revenir en fait sur qu'est-ce que le graphène. Ouais, alors, le graphène, du coup, on va dire que c'est un matériau. Alors, ils appellent ça un matériau un peu miracle, qui a été étudié depuis de nombreuses années. Il y a énormément de brevets en fait derrière le graphène. Et en fait, c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé dans les applications biomédicales. Donc en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, le graphène peut être utilisé en fait comme transistor ou électrode pour stimuler ou détecter les signaux biologiques. Ça veut dire que le but en fait, c'est de se servir du graphène donc à l'intérieur de notre corps comme interface en fait entre l'homme et la machine ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc le graphène aussi permet de créer une interface en fait avec nos neurones, avec notre cerveau, puisqu'en fait le graphène détecte la longueur d'onde du cerveau. Et en fait le graphène donc permet une miniaturisation grâce à sa conductivité. Donc ça veut dire que aujourd'hui toute la nanotechnologie etc. est basée sur du graphène. Voilà, donc en fait ce qu'ils veulent a priori, c'est ce que disent d'ailleurs une médecin française qui s'appelle le docteur Jackie Cassou. Elle dit que les vaccinés ont à l'intérieur de leur corps donc des nanocapteurs, des routeurs et de la nanotechnologie en fait qui servent à collecter toutes les données biomédicales donc de ces personnes, donc les marqueurs électrophysiologiques de la personne. Il y a aussi monsieur Patrick Jolan qui est docteur en électronique, effectivement, qui confirme la présence d'oxyde de graphène dans les vaccins. Voilà, donc nous, en fait, on ne dit pas qu'il y a du graphène dans les vaccins, on dit qu'il y a énormément de scientifiques qui dénoncent en fait cette présence de trucs bizarres, d'objets bizarres métalliques dans les fioles et que du coup, il y a des problématiques par rapport au graphène. Alors voilà, donc déjà première étape par rapport au graphène et ensuite du coup tout le monde a entendu parler de la protéine spike. Alors la protéine spike, en fait cette protéine elle serait toxique. Ok. Donc en fait le vaccin, la problématique c'est qu'en fait vous vous faites injecter donc un vaccin à ARN messager. Donc en fait c'est vous donner à vos cellules l'ordre de fabriquer en continu cette protéine spike. Et en fait on ne sait pas pendant combien de temps cette protéine spike va être produite par notre corps. Et cette protéine spike, en fait, on sait aujourd'hui qu'elle est toxique. Et donc là, ce sont les dires d'énormément de médecins, donc autant américains. Donc on a le docteur Ryan Cole, on a le docteur Brian Hardis, on a le docteur Mikovits, le docteur Zelenko. Et en France, on a aussi quand même des Français, donc dont le docteur Marc Sabatier, qui est directeur de recherche au CNRS. Donc lui, c'est pas n'importe qui. Donc lui, effectivement, il met en exergue la problématique de cette protéine spike vaccinale. Qui, alors là je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait qui va bloquer les récepteurs ACE2 au niveau des cellules et en fait qui bloque, on va dire, toute la physiologie du corps, puisqu'en fait ces récepteurs ACE2, il y en a dans tous les organes, donc cerveau, intestin, peau, pancréas, vaisseau sanguin, poumon. C'est pour ça en fait qu'on comprend pas trop les pathologies qui sont en train d'émerger, parce qu'en fait ça peut toucher plein d'organes différents. Et donc ce que dit aussi le docteur Sabatier, c'est que la protéine spike peut déclencher des maladies auto-immunes, qu'elle est pro-inflammatoire, donc c'est pour ça qu'elle va déclencher des péricardites, des myocardites, etc. Elle crée une inflammation des vaisseaux, des hypertensions artérielles, des thromboses avec coagulation du sang. Elle est pro-oxydante. Alors pro-angiogénique, ça veut dire qu'elle favorise le développement des tumeurs. Voilà. Et dernière chose aussi qu'il dit, c'est que cette protéine spike peut passer la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est la barrière qui va protéger notre cerveau.
Et donc là, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de symptômes neurologiques, donc brouillard mental, problèmes de mémoire et des maladies nerveuses comme Guillain-Barré, etc. Et on a entendu aussi parler de la maladie à prion, Creutzfeldt-Jakob, etc. en France. Il y a quand même 40 nouveaux cas de Creutzfeldt-Jakob en France, donc il y a quand même des trucs hyper bizarres. Au niveau local aussi, des maladies neurodégénératives qu'on n'avait pas vues ou qu'on voit très peu, qu'on voit un peu plus fréquemment. Voilà. Et moi, effectivement, dans mon cabinet, donc je suis naturopathe, donc je suis pas amenée à faire des diagnostics, mais c'est vrai que on voit des choses vraiment très bizarres, des maladies à consonance, maladies auto-immunes qui sont hyper rares. Moi, je vois aussi des flambées de cancer ou des reprises de cancer. Donc ça, c'est vraiment un constat que j'ai dans mon cabinet également. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on parle souvent du Covid long. Et en fait, les symptômes Covid long ou les symptômes d'effets secondaires post-injection sont exactement les mêmes. Parce qu'en fait, comme on sait que les personnes vaccinées sont plus enclines à avoir plusieurs Covid, 1, 2, 3 Covid. Donc du coup, en fait, on dit oui, c'est un Covid long. Mais en fait, non, c'est pas un Covid long, c'est les effets secondaires des injections. Mesdames, quand vous parlez de graphène, on peut faire le lien avec ce débat-là qui est, dans les réseaux sociaux, mais sur la 5G. Parce que ce que vous dites là, c'est qu'en fait, qu'on est en train d'installer dans le corps des émetteurs, des récepteurs, et puis qui vont pouvoir, à un moment donné, il y a ce débat-là pour dire l'implantation des 5G. Encore une fois, on demande qu'il y ait des débats pour savoir s'il n'y a pas des possibles impacts sur la santé des personnes. Tu veux qu'on brûle sur le bûcher ce soir, André, c'est ça? Non, mais je rigole. Mais je vais laisser Ludmila parce qu'elle a justement une bonne chose qui est. Non, mais il y a quelque chose qui est sorti justement il y a 2 jours et c'est elle qui l'a investigué. Mais voilà, là on parle en ultra tabou. On n'est même plus on n'est plus dans le tabou, on est dans le ultra tabou. Si on ose faire le lien entre la 5G et éventuellement la composition de ce qu'il y a dans les vaccins, en effet, ça peut être vite une possibilité pour nous de nous faire lyncher et encore une fois discriminer. Donc je dis bien, et on le rappelle, Ludmila vient de le rappeler, ce qu'on transmet comme information aux Calédoniens, c'est pas des choses qu'on sort de notre chapeau, c'est des recherches d'organismes avec lesquels on est en lien ou des recherches individuelles. Alors le lien avec la 5G, en fait, moi c'est pas mon domaine, mais ce qu'on peut dire, c'est que le graphène va réagir aux ondes électromagnétiques, que ce soit la 4G ou la 5G. La 5G serait a priori plus forte et donc aurait un impact, on va dire, supérieur. Mais les gens qui ont du graphène à l'intérieur du corps vont réagir exactement à la 4G. Mais peut-être plus avec la 5G. En fait, on n'en sait trop rien aujourd'hui. Après, voilà, moi, je suis pas spécialiste, mais du coup, en fait, effectivement, le graphène a la capacité de surmultiplier. En fait, le graphène à l'intérieur du corps, il va en fait enregistrer cette onde électromagnétique et en fait, il va la suractiver. Ça veut dire que la personne, elle va émettre encore plus d'ondes. Donc d'où les effets délétères, parce qu'on sait aujourd'hui en fait que les ondes électromagnétiques sont nocives pour le cerveau. Il y a plein d'études qui sont sorties c'est pour ça que moi par exemple dans mes conseils, je dis aux gens d'éteindre le wifi la nuit, de ne pas dormir à côté de leur téléphone portable. On sait que les ondes sont délétères. Donc encore plus en fait, si on a du graphène à l'intérieur du corps, on serait une antenne en fait on n'en sait trop rien. Donc là on tâtonne, on sait pas trop. Et donc du coup aujourd'hui en fait on a des solutions pour se détoxer du graphène et de la protéine spike. Donc en fait c'est vraiment ça l'important en fait de dire aux gens, c'est que il y a des suspicions de toxicité de la protéine spike, du graphène qui est aussi lui toxique, etc. Mais il y a des solutions. Alors ce qu'on veut dire c'est qu'il n'y a pas de solution miracle parce que effectivement comme disait Gaëlle, il y a beaucoup de nombreux scientifiques qui bûchent sur ces nouveaux symptômes depuis 2 ans maintenant. Il faut bien comprendre que tout ça est très nouveau pour tout le monde, que tous les médecins au niveau mondial tâtonnent, qu'il y a des équipes aux États-Unis. Alors moi, je suis beaucoup branchée avec les médecins, on va dire alternatifs aux États-Unis. Et en fait, il y a des protocoles en fait, et il y a des protocoles qui sont publics. Que les médecins en fait, que nos médecins calédoniens peuvent s'inspirer en fait de ces protocoles qui sont hyper intéressants. Donc il n'y a pas de solution miracle ou de pilule magique. Alors la première chose à faire, c'est en fait on sait qu'il y a un effet dose. C'est qu'on arrive à détoxer le graphène, mais si vous refaites une injection derrière, en fait, vous refaites un boost de graphène. Donc, en fait, la première chose à dire, c'est arrêtez de vous faire injecter. C'est la première chose à faire.
La deuxième chose à faire, en fait, le plus important, c'est l'hygiène de vie générale. Donc là, vraiment, je reprends ma casquette de naturopathe. Donc, une bonne alimentation avec énormément de légumes, boire beaucoup d'eau. Donc là, on parle de 1,5 litre d'eau à 2 litres d'eau par jour. Il faut vraiment avoir une bonne gestion du stress, parce qu'en fait, quand on est stressé, on ne peut pas se soigner. Il faut bien dormir, avoir un bon sommeil, parce qu'en fait, quand on dort, c'est là où on se répare, où nos tissus se régénèrent, etc. Et bien sûr faire des exercices physiques réguliers. Donc là vraiment je repars en fait sur cette histoire de l'hygiène de vie générale, c'est le fondamental. Ensuite vraiment il faut comprendre que cette histoire de graphène et de protéines spike, en fait c'est que ça crée une inflammation chronique au niveau du corps, et c'est ça qui est délétère. Donc pour baisser cette inflammation chronique, en fait la première chose à faire, c'est d'éliminer tous les aliments qui vont être pro-inflammatoires. Donc là on parle du sucre, alors que ce soit le sucre blanc, le sucre roux, tous les sortes de sucre, les sirops, les sodas, les boissons hygiéniques, les jus de fruits, etc. Tout ça, il faut vraiment éviter. Ensuite, on va éviter tout ce qui est à base de riz blanc. Le riz blanc, c'est une catastrophe. Le riz blanc, c'est comme si que vous mangiez du sucre blanc à la petite cuillère. C'est du sucre, le riz blanc. Ok, donc on sait que les Calédoniens, ils jurent que par le riz blanc. Alors passez au riz complet. Et le mieux, retourner aux ignames, taro, patates douces, qui sont très bons, enfin voilà, qui sont des bons féculents. Le riz blanc, c'est pas bon. Et en plus, ça fera une alimentation vivante, c'est-à-dire que ce que vous avez sorti le matin du champ, qui a encore plein d'énergie vitale, de la terre, du soleil, de la pluie, le soir, vous allez le mettre dans votre corps. Et on sait qu'aujourd'hui, ces aliments vivants, ce qu'on appelle l'alimentation vivante, permet à notre corps d'être vivant aussi et de lutter contre les agressions extérieures. Voilà. Donc, alors au niveau des aliments pro-inflammatoires aussi, on a le pain blanc qui est pas mal aussi, avec tout ce qui est à base de blé blanc, trafiqué, etc., qui est bourré de gluten. Donc ça on va essayer de l'enlever. Ensuite, tout ce qui est les huiles raffinées, donc les huiles de supermarché, les huiles de tournesol, etc. Donc là, en fait, il faut retourner vers des huiles, on va dire locales. L'huile de coco, c'est une huile qui est extraordinaire pour la santé. On peut cuire avec, etc. Donc revenons aux fondamentaux. En fait, l'huile de coco, c'est très bien. Et en fait, on va éliminer également les aliments, tout ce qui est industriel, transformé, le sel raffiné et tous les aliments qui peuvent avoir des OGM, etc. Ok, donc là, vraiment, le but, c'est de retourner à une alimentation, on va dire, riche en légumes, en bon acide gras, en petits poissons gras, etc. Donc sardines, maquereaux, etc. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de vraiment détoxer, et en fait, la transpiration par la peau est hyper importante. Donc là, on va parler vraiment de bains très chauds, en fait, qui vont vraiment aider à détoxer. Et également, tout ce qui est sauna, hammam, en fait, c'est hyper important de transpirer, du coup, pour se détoxer de tous ces toxiques. Et ensuite, en fait, selon, on va dire l'énergie vitale de la personne, on peut aussi conseiller des jeûnes intermittents, des jeûnes de 3 jours minimum, qui vont vraiment faire un boost au niveau immunitaire. Mais ça, du coup, il faut être accompagné. Donc, j'invite les personnes à aller voir leur thérapeute, naturopathe ou diététicien ou médecin, voilà, spécialisé dans les jeûnes. Et aussi, on peut parler aussi de nettoyage, aussi la liver flush, en fait, nettoyage du foie de la vésicule biliaire, etc. Enfin voilà, il y a plein de techniques, on va dire, naturopathiques de détox. Alors, je permets juste parce que je pense que là, il y a des gens derrière qui nous entendent et qui sont là en mode waouh, ça va vite, ça fait plein d'informations. Donc, vous inquiétez pas, ce qu'on fera, c'est que ces protocoles, ils vont être accessibles en ligne, et on vous donnera aussi les contacts, je le répète, pour ceux qui viennent au cas où de nous rejoindre. Ok. Donc, alors maintenant, on revient sur des protocoles, on va dire, les protocoles médicaux, donc qui ont été faits par des médecins et qui sont en ligne et qui sont publics. Donc, ces protocoles médicaux, ils existent. Donc, vous avez les protocoles de la FLCCC, donc c'est Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. Donc, c'est des médecins aux États-Unis. Donc le lien, c'est www.flccc.net. Donc là, il y a tous les protocoles, vous avez toutes les informations. Il y a un protocole en français, et eux, en fait, en première ligne, ce qu'ils utilisent, c'est, devinez quoi, l'ivermectine. Voilà. Donc cette molécule, en fait, qui a tellement été critiquée en soins du Covid, donc revient en post-injection. Donc il y a énormément de médecins aux États-Unis qui soignent les effets secondaires, donc post-vax, avec l'ivermectine. Il y a le docteur Ryan Cole, il y a le docteur Levy, il y a le docteur Zelenko. Enfin voilà, et on va dire que tous en fait disent que l'ivermectine est hyper importante. Alors pourquoi l'ivermectine ? Parce qu'en fait, l'ivermectine, en fait, elle protège nos cellules de la toxicité de la protéine spike, parce qu'en fait, elle protège nos récepteurs ACE2, les fameux récepteurs en fait qui sont, on va dire, ciblés par la protéine spike. Et en fait, ce mécanisme va stopper l'inflammation en fait provoquée par la protéine spike.
Une autre chose aussi qui est hyper importante, donc ça c'est le docteur Lévy qui dit ça, c'est qu'en fait la protéine spike qui circule en fait dans notre système circulatoire, elle peut être directement en fait attrapée par l'ivermectine. Elle peut la rendre, en fait, l'ivermectine va la rendre inactive et du coup, comme ça, on va pouvoir en fait s'en débarrasser. Donc, l'ivermectine protège nos cellules de la toxicité de la protéine spike, la neutralise, permet en fait qu'on puisse l'excréter et possède aussi des propriétés anti-inflammatoires qui lui sont propres. Voilà. Et je me permets de faire une mini parenthèse sur tout ça. On ne perd pas le fil, qu'on est sur un protocole. Aujourd'hui, on en a parlé dans le journal hier. J'ai vu, on est en train de vouloir traiter la population d'UVA, si je me trompe pas, pour la listériose. Et quand on va voir la trithérapie qu'ils veulent donner à toute la population d'UVA, le principal médicament de la trithérapie, c'est de l'ivermectine. Et l'année dernière, quand des médecins locaux ont commencé à prescrire de l'ivermectine pour les personnes qui avaient du Covid ou des effets indésirables post-injection, ils ont interdit l'ivermectine. Il y a une circulaire en juillet 2021 qui a fait le tour, 2021 ou 2020, je sais plus, j'ai des trous dans l'espace-temps. Et donc aujourd'hui, on veut inoculer toute la population on veut pas inoculer, pardon, on veut donner cette molécule à la population d'UVA en disant qu'il n'y a pas de souci. Donc, elle est où la mesure en fait ? Est-ce que par rapport à l'ivermectine, est-ce que c'est pas dangereux du coup de le donner à toute la population d'UVA ? Et concrètement, on sait qu'aujourd'hui c'est pas dangereux l'ivermectine. Et pourquoi alors l'année dernière, là, même au moindre petit personne, on l'a interdit. Voilà, excusez-moi, petite parenthèse, on revient sur le fil conducteur du traitement. Enfin, en tout cas, des solutions. Ok. Donc, dans le protocole de la FLCCC, là, donc, en première ligne, du coup, il passe par l'ivermectine. Si ça marche pas, en fait, il passe par la corticothérapie. Et ensuite, il y a plein d'autres, on va dire, médicaments, en fait, possibles. On est d'accord, c'est sur prescription tout ça, oui, donc ça, c'est sur prescription médicale. Un accompagnement médical. Exactement. Pour pouvoir avoir accès à ça. Donc il faut aller voir votre médecin. Voilà. Alors une autre substance qui est intéressante, qui est sur le protocole de la FLCCC, donc c'est la mélatonine. La mélatonine, en fait, on en entend parler en fait en Calédonie. Alors on ne sait pas pourquoi c'est sur prescription médicale, parce qu'en France et en Europe, en fait, on peut l'acheter comme ça, donc à la pharmacie ou dans le magasin bio. Donc ici, donc c'est le Circadin, pareil, c'est sur prescription médicale. Et en fait, cette mélatonine, donc qui est l'hormone précurseur par rapport en fait au sommeil, donc c'est l'hormone du sommeil. Donc elle serait radioprotectrice. Donc là, en fait, elle va nous aider par rapport à cette histoire d'ondes. Donc ça protège le cerveau, elle a des vertus anti-cancer aussi, et donc permet une régulation des cycles de sommeil. Donc en fait la FLCCC donc la préconise en fait dans son protocole post-vax. Alors ensuite une molécule en fait, on va dire une vitamine qui n'est pas une vitamine, en fait c'est une hormone, c'est la vitamine D du coup, qui est hyper importante. Donc on l'avait vu en fait en prévention du Covid, et on sait aujourd'hui, donc ça c'est le docteur Marc Sabatier là, du CNRS qui revient par rapport à ça. Donc lui il dit qu'en fait les personnes les plus à risque de développer des effets secondaires post-vaccinal, c'est les personnes qui sont carencées en vitamine D. Donc j'invite tout le monde à faire tester votre taux de vitamine D, même si la CAFAT a déremboursé, ça coûte pas très cher, vous pouvez aller vous-même dans le labo et payer vous-même, c'est 2000 ou 3000 francs, voilà. Et donc en fait il faut que ce taux soit au-dessus de 30 nanogrammes par millilitre. Et au mieux, ça serait 40, 60, voire 80. Voilà, donc pour se protéger. Donc cette vitamine D, en fait, elle est hyper importante parce que pareil, elle va bloquer cette histoire de protéines spike. C'est quelque chose qui se fait dans les pharmacies. Alors ça s'achète dans les pharmacies. Du coup, c'est en vente libre, la vitamine D. Alors dans notre protocole qu'on va mettre en ligne sur notre site internet, du coup, il y aura tous les détails en fait avec les dosages et le nom en fait des compléments alimentaires que les gens peuvent acheter dans leur pharmacie. Donc ça, la vitamine D, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut acheter soi-même à la pharmacie. Mais pour pouvoir tester, pour vérifier. Alors pour pouvoir tester, c'est un dosage sanguin, donc il faut aller dans un laboratoire médical. Voilà, donc. La vitamine D aussi, c'est hyper important, c'est d'aller au soleil. Parce que souvent, en Calédonie, en fait, moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Ah ben non, je vais pas au soleil, c'est cancérigène, etc. » Attention, le soleil, on a besoin d'aller au soleil. Bien sûr, pas de coup de soleil. On a besoin d'aller au soleil, en fait, donc soleil doux du matin.
Ok, et pour avoir un taux de vitamine D idéal, parce qu'en fait c'est le soleil avec la peau et ensuite c'est métabolisé au niveau du foie, des reins, des intestins, etc. Mais du coup c'est hyper important d'aller au soleil, de pas avoir peur du soleil, de ne pas prendre de coups de soleil bien sûr, mais du coup de pas mettre de crème solaire. Et en fait on sait aujourd'hui en fait que les peaux noires ont besoin de beaucoup plus de soleil que les peaux blanches. Donc du coup c'est souvent les personnes à la peau noire qui seront le plus carencées, et c'est peut-être pour ça qu'en fait c'est les personnes qui seront le plus sensibles aux effets secondaires en fait du vaccin. Donc c'est peut-être une simple problématique en fait de vitamine D. Voilà, donc c'est important d'aller au soleil. Pour pouvoir avoir plus de vitamine D, quels sont les produits pour... Ouais, alors du coup, c'est aller au soleil du coup sans prendre de coups de soleil, mais en fait on dit entre 30 à 40 minutes en fait 3 fois par semaine d'exposition, on va dire complète, comme si qu'on était nu au soleil. Voilà. Et vous balayez pas tous tout nus maintenant, parce qu'on vous a dit qu'il vous faut de la vitamine D. Voilà, donc ça c'est hyper important. Et du coup, en pharmacie, il y a des compléments alimentaires. Du coup, ça qu'on mettra dans notre protocole. Mais encore une fois, c'est bien de la faire doser pour savoir si on est en manque et la quantité du manque qu'on peut avoir aussi. Parce qu'effectivement, donc sur le protocole de la FLCC, là, du coup, il y a un tableau des dosages de vitamine D et aussi qu'on peut déterminer par rapport au poids. Donc par exemple, si on a un IMC, par exemple chez des personnes qui vont être vraiment très très obèses, du coup on peut monter à 20 000, 30 000 unités, donc ce qui est assez énorme. Ce qui est une grande quantité. D'où l'importance aussi de se faire accompagner un petit peu dans tout ça, quoi. Voilà, ouais, voilà. Ensuite, d'autres choses en fait, c'est les EPA-DHA. Donc ça en fait, c'est les huiles de poisson. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de manger des sardines, des maquereaux qui sont riches en oméga 3, et ça il faudra en manger à peu près 3 fois par semaine. Manger des poissons gras locaux. Voilà, manger les poissons gras locaux. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça a vraiment un impact en fait au niveau de l'inflammation. Et les boîtes de sardines? Boîtes de sardines, ouais. Alors ce qu'on dit, c'est boîtes de sardines, plutôt prendre celles soit à l'huile d'olive, mais plutôt celles au naturel, qui seront faut pas prendre à l'huile de tournesol, etc. Parce que l'huile de tournesol, on l'a vu tout à l'heure, c'est des huiles raffinées qui sont pro-oxydantes. Donc c'est pas bon. Et sinon, vous demandez aux cousins d'aller à la pêche et puis de vous ramener un petit coup d'épervier. Voilà, ouais. À la pêche. Donc en fait, voilà, les oméga 3 donc vont protéger des maladies cardiovasculaires, stimulent l'immunité et vont diminuer l'inflammation et protègent le cerveau. Donc là, c'est vraiment ce qu'on veut, quoi. Donc là, effectivement, donc soit on en prend dans l'alimentation, mais si on a des symptômes neurologiques, etc., je pense qu'il vaut vraiment mieux en prendre en complément alimentaire. Ça, pareil, on vous donnera les infos dans notre protocole. Ouais. Alors ensuite, le truc le plus important aussi, c'est le zinc. Donc en fait, le zinc faisait partie aussi de notre protocole en fait préventif, vitamine D, zinc, vitamine C. Donc le zinc, c'est hyper important aussi. Quand on disait oui, le Covid, ça vous fait perdre le goût, l'odorat, en fait c'est complètement faux. C'est pas le Covid qui fait perdre le goût et l'odorat, c'est que quand on a une maladie, en fait le corps a besoin de plus de zinc. Donc ça veut dire que vous êtes en carence de zinc. Donc du coup prendre du zinc c'est hyper important. Donc là on parle de 15 à 40 mg. Pareil, on peut faire doser le zinc par une prise de sang. Donc là l'action du zinc c'est vraiment immunomodulateur, donc ça va vraiment aider le système immunitaire et c'est un antioxydant majeur. Ensuite, on a le NAC. Alors le NAC, on va dire que c'est un peu l'élément en fait qui va vraiment aider à détoxer en fait le graphène. Donc s'il y a du graphène dans les vaccins. Alors du coup le NAC donc ça s'appelle la N-acétylcystéine. Donc c'est un acide aminé qui est précurseur de la cystéine, qui est lui-même précurseur du glutathion. Et le glutathion en fait c'est le principal antioxydant de notre corps. On en a besoin en fait pour combattre tout ce qui est inflammation, etc. Donc la quinta columna, donc ça c'est on revient aux études espagnoles là, au labo espagnol. Lui en fait il recommande de prendre entre à peu près 600 mg de NAC. Par contre, si on a des symptômes sévères, on peut monter à 1200 mg de NAC par jour, et ça, il faut le prendre plutôt hors repas. Donc en général, on prend du NAC le matin en se levant, quoi. Donc le NAC, qu'est-ce que c'est? Donc il va protéger tout ce qui est cardiovasculaire, il va protéger le foie, il va protéger les reins et régénérer bien sûr. C'est un fluidifiant sanguin, donc là c'est ce qu'on cherche en fait. On cherche à fluidifier le sang et réduit le risque de crise cardiaque. Il détruit aussi les petits caillots sanguins, donc tout ce qui est micro-embolie. Alors là, c'est les micro-embolies qu'on peut avoir dans les poumons et dans les vaisseaux. Et dans les vaisseaux, bien sûr. Il est aussi utilisé c'est un expectorant pulmonaire. Donc là, vous l'avez vu dans les pharmacies, c'est l'Exomuc, Mucomis, etc. Tout ça, c'est Flumicine. Ouais, tout ça, c'est à base de NAC.
Il lutte contre le stress oxydatif, il est pro-inflammatoire, anti-inflammatoire, soulage la douleur et bien sûr du coup va favoriser la détoxification, donc tout ce qui est des métaux lourds, donc mercure, arsenic, aluminium et du coup grosse question par rapport au graphène. Voilà, la Quinta Columna, ils disent que c'est la solution en fait pour détoxer le graphène. Voilà, donc j'invite tout le monde à se supplémenter en NAC. Alors du coup là, moi je vais me permettre de faire juste un petit témoignage qui n'est pas le mien, mais qui est le témoignage de ces quelques personnes qui ont eu le privilège, j'ai envie de dire, d'être accompagnées, que ce soit par des naturopathes ou par des médecins au niveau local, et qui ont bénéficié de ce zinc, de cette vitamine D, de tout ce protocole dont l'UNMILA, avec une modification de l'hygiène de vie, puisqu'on sait que c'est extrêmement important. Et bien aujourd'hui, ces personnes ont eu une amélioration de leurs symptômes, voire carrément, j'ai une petite bronchite, pardon, une amélioration de leurs symptômes, ou carrément une élimination de leurs symptômes. Donc c'est pour ça, on est là aujourd'hui parce qu'il y a urgence. Parce qu'il y a un vrai besoin et il y a un vrai mutisme qui est fait. La population n'ose pas en parler, ils savent pas pourquoi ça se passe, ils trouvent ça bizarre. Et derrière, les médecins soit n'osent pas prescrire, soit n'ont pas assez investigué derrière de ce qui se faisait au niveau international, puisqu'on leur a dit qu'il n'y avait rien d'autre à faire que ce que les institutions sanitaires pouvaient dire. Donc on invite vraiment les médecins à s'emparer de ces protocoles. Alors, si vous aimez pas Réinfo Covid, vous avez le droit, on est libre dans cette planète, enfin sur notre île, mais par contre, prenez le temps d'aller voir les références qui sont en lien en dessous des protocoles pour aller faire vous-même vos propres recherches, ce qui vous permettra de faire votre avis. Aujourd'hui, on faut qu'on sorte de ce dogmatisme et de ce monde binaire de il y a pas, c'est bien, c'est pas bien, c'est gentil, c'est mauvais. Non, il y a une juste mesure. Il y a le monde, il est coloré et du coup, aujourd'hui, on a ce protocole qui est accessible au grand public. Et en plus de ce protocole, l'UNMILA va continuer puisque elle a aussi bien travaillé sur pas mal d'autres choses derrière. Ouais. Alors l'important aussi. Il nous reste 10 petites minutes. 10 minutes. Merci okay. André. Donc alors vous verrez dans notre protocole, il y a d'autres choses. Il y a la vitamine C, le curcuma, la quercétine, etc. Et là, moi, je voulais plus particulièrement en fait finir sur les plantes parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de plantes locales qu'on peut utiliser. Alors il y a une plante en fait que moi j'ai dans mon jardin, mais il faut la planter parce que c'est une plante qui nous vient de France. C'est le pissenlit en fait, qui à la base il n'est pas en Calédonie, mais du coup ça pousse hyper bien. Il y en a un peu partout quand même déjà. Non, pas forcément. Pas forcément. Hein. Donc du coup, le pissenlit. Alors les études. Donc c'est l'université de Fribourg qui dit ça. Donc le pissenlit bloque toujours va protéger le récepteur ACE2 là et donc va bloquer la protéine spike. Donc c'est hyper important de se faire des tisanes ou des décoctions en fait au pissenlit. Alors sachant que le pissenlit du coup soit on le trouve en fait dans nos jardins du coup avec on peut prendre des racines ou les feuilles et même les fleurs, ou sinon on peut l'acheter en fait dans certaines pharmacies ou magasins bio. En fait ils vendent des racines de pissenlit et les racines de pissenlit du coup ça va être beaucoup plus fort en fait et ces racines du coup on peut les faire en décoction. Donc là pareil sur notre site internet il y aura toutes les procédures pour faire des décoctions, tisanes, etc. Donc effectivement la racine de pissenlit c'est vraiment voilà, ça va être vraiment spécifique protéine spike. Et également en fait le pissenlit ça soutient, comme c'est amer, ça soutient en fait toute la sphère le foie et la vésicule biliaire. Donc ça stimule la sécrétion de la bile, ça va aussi protéger les reins, c'est un stimulant de la digestion. Voilà, et ça va vraiment aider à tout ce système en fait digestif. Voilà, donc ça, quelque chose à avoir dans son jardin et à utiliser. Alors ensuite, en plante locale, en fait, on a le desmodium. C'est ce qu'on appelle la plante amoureux, là. C'est ce qui se colle, là. Ça fait ces petits carrés. C'est les petits carrés, c'est les amoureux. Là, voilà, les amoureux qui se collent là sur nos vêtements. Donc le desmodium, en fait, c'est la plante, en fait, qui va régénérer le foie. Donc ça, effectivement, on en a partout en Calédonie, dans les tribus, il y en a à Marais, enfin sur toutes les îles Loyauté, etc. Il y en a. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est une plante qui est vraiment, qui va vraiment régénérer le foie, sachant qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques de foie suite aux injections Covid. Ça va aussi avoir un impact sur tout ce qui est allergie et asthme. Donc là, en fait, quand il y a une allergie ou un asthme, ça veut dire qu'il y a un emballement du système immunitaire. Donc là, vraiment, en fait, le desmodium va venir comme un immunomodulateur, en fait, va vraiment calmer cette réponse en fait pro-inflammatoire du système immunitaire.
Donc le desmodium, ça peut être utilisé. Alors ensuite, il y a une super plante que j'ai découvert grâce à une demoiselle, du coup, qui a été suivie par Gaëlle. Donc elle nous a dit qu'elle s'était détoxée en fait à l'herbe à aiguille. Alors l'herbe à aiguille, on en a tous dans le jardin. Hein, c'est l'herbe à piquant. Noir, là, les petits piquants noirs là qui sont ronds et qui piquent là. Qu'on n'en peut plus de voir dans nos jardins et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'enlever. Voilà. Et eux, ils sont puissants. Voilà. Donc son petit nom c'est Biden spilosa, donc herbe à aiguille. Et donc en fait cette herbe, elle est absolument géniale parce que elle a des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes. Hépatoprotecteur, donc pour le foie, c'est un modulateur immunitaire aussi, et en fait là ce qu'on va vraiment rechercher, c'est qu'elle nettoie le sang. Elle a une propriété aussi qui va avoir un impact sur la tension, donc elle va baisser la tension, donc hypotenseur, donc nettoyant sanguin, tonique sanguin, vasodilatateur, et ça détend le cœur. Elle a un impact aussi sur la sphère respiratoire, sur les conditions inflammatoires, sur la sphère digestive, sur la peau aussi. Donc tout ce qui est démangeaison, il y a énormément de personnes en fait qui souffrent de démangeaison. Donc ça, vous pouvez vraiment l'utiliser en fait par voie orale et également en local en fait, vraiment à mettre sur la peau. Et également cette herbe à aiguille là, elle va avoir un impact aussi au niveau de l'appareil génital, surtout féminin, parce que du coup on voit qu'il y a énormément de problématiques au niveau hormonal chez les femmes, avec des irrégularités menstruelles ou des pertes énormes, etc. Donc là en fait cette plante, elle va être parfaite aussi pour ça. Voilà, donc l'herbe à aiguille, du coup là c'est en décoction. Donc là la plante en fait on peut l'utiliser entière, hein, c'est tout en fait, hein, les racines, les feuilles, etc., les fleurs. Et donc là c'est une cuillère à soupe en fait pour une tasse, sachant que en cure il faut compter 3 tasses par jour quoi. Et on dit faire bouillir à feu doux pendant 3 à 5 minutes, filtrer. Et voilà, une tasse 3 fois par jour. Tu nous en offres une dernière, celle que j'aime bien, malgré tout, on n'a pas de travaux scientifiques sur celle-ci. Ouais, donc on a mais elle est connue au niveau local. Ouais, donc le fameux Miché, donc son petit nom c'est le Plectranthus pariflorus. Ok, donc là en fait le Miché, nous on l'a surtout utilisé pour booster l'immunité et pour tout ce qui est respiratoire. Nettoyer le sang. Et nettoyer le sang. Alors c'est surtout un nettoyeur de sang. Okay. En tout cas ici, hein, on sait que tout ici c'est quand on dit va nettoyer ton sang, ça reste une des plantes principales. Et sinon encore une fois, on sait que chaque clan au niveau local a aussi des plantes pour nettoyer son sang. Donc c'est peut-être aussi le moment justement d'inviter les clans qui ont des plantes qui peuvent être des plantes communes à partager leurs connaissances pour permettre que des personnes comme moi par exemple aient accès à une plante locale facile qui est dans mon jardin et qui permettrait de nettoyer mon sang. Je voudrais remercier Ludmila, c'est des heures de travail, c'est des heures de recherche derrière, ça demande aussi un investissement didactique, mais surtout ce qu'on peut remarquer dans ces plantes et qui est extraordinaire, puisque elle vous a décrit un petit peu sur chaque plante quel serait l'intérêt de la plante et pourquoi elle est choisie dans ces protocoles post-injection Covid. Mais leur avantage, c'est que c'est des plantes qui vont prendre en charge notre système d'un point de vue global. C'est-à-dire, on va la prendre éventuellement parce qu'on a des effets indésirables suite à la Covid, mais elle va aussi agir sur l'ensemble de notre système. Elle va agir sur notre cerveau, elle va agir sur notre foie, sur notre sang, sur nos poumons. Et forcément, si la physiologie du corps se relance, déjà, on donne la possibilité au corps de lui-même s'auto-guérir. Et on revient aux principes généraux de la santé. La meilleure des santé, c'est celle où on tombe pas malade. Donc là, malheureusement, aujourd'hui, on a des gens qui sont impactés par ça. Donc déjà, j'invite le système médical à venir à accueillir ces gens-là, à arrêter de les stigmatiser, arrêter de les juger, accueillez, même si vous savez pas ce qui se passe pour eux, dénigrez pas, rigolez pas, prenez pour état de lieu qu'il se passe quelque chose pour eux. Et on a des plantes au niveau local qui peuvent énormément aider. On a des gens, il y a des livres qui sont sortis au niveau local au niveau des plantes. Le protocole sera accessible en ligne avec tous les détails, encore bien plus que ce que Ludmila vous a dit en antenne tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas. Les coordonnées. Allez, je me lance. Donc, si vous voulez un contact téléphonique, on va avoir le 77 60 73. On va avoir aussi, si tu peux donner l'autre numéro, Ludmila, du coup. Alors le 74 91 38, donc ça c'est mon numéro. Voilà, donc c'est son numéro et le mien, vous pouvez nous joindre directement si vous avez besoin de parler. Non, je rigole. Mais vous faire un peu d'humour parce que sinon ce monde nous devient trop difficile pour notre esprit. Sinon vous avez un site internet sur lequel sera le protocole, ça sera réinfosanténc.com. Donc www.réinfosanténc.com.
la page Facebook que vous avez qui est Cultivons l'optimisme en Nouvelle-Calédonie. Et les gens nous demandent pourquoi on s'est compliqué la vie à donner tous ces noms à notre site internet, à notre page Facebook. Simplement parce que la censure opère. On n'a pas pu appeler notre page Facebook Réinfo Covid. On n'a pas pu appeler notre site internet Réinfo Covid NC non plus. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ces noms. Et déjà sur ces sites et sur cette page Facebook ou sur nos numéros de téléphone, vous pouvez avoir pas mal de renseignements. Voilà. Gaëlle et Ludmila, merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, véritable engagement pour ces femmes qui osent aller au-delà de tout ce qui concerne l'information officielle et puis pour pouvoir nous permettre. Donc c'est cette demande-là pour dire comment est-ce qu'on peut organiser des espaces de discussion, d'échange et puis de la prévention pour assumer pleinement la suite de tout ce que nous avons vécu ensemble à travers la gestion de la Covid et éventuellement, s'il y a d'autres mesures qui doivent être annoncées, comment est-ce qu'on peut s'organiser ensemble? Vous avez pu le remarquer, j'ai annoncé ce matin au début de l'émission Brigitte. Non, c'était pas Brigitte. Et plus exactement, Gaëlle et Ludmila. On salue Brigitte au passage. Merci d'avoir choisi Radio Jido pour pouvoir vous informer ce matin et vous avez fait le bon choix. Faites une pause au Café Mélanésien. Rendez-vous dans notre café